vengeance. Vous savez, certaines conversations commencent de manière anodine avant de prendre un tournant qui change tout. Eh bien, celle-ci n'était pas de ce genre. Cette conversation a débuté avec ma femme, Claire, qui a posé bruyamment sa fourchette sur son assiette pendant le dîner et a déclaré qu'elle aurait dû écouter les 7 conseils de son amie. Et qu'à présent, elle était coincée dans un mariage pathétique avec moi. Ouais, comme ça, sans préambule. Pas d'échauffement, pas d'introduction, juste une attaque directe à la gorge. J'étais là, en train de manger ce que je pensais être un dîner tranquille de mardi soir. Quand elle a lancé ce discours qui semblait répété à l'avance, elle m'a regardé droit, dans les yeux, et a prononcé exactement les mots du titre. La façon dont elle a dit « mariage pathétique », avec un tel venin, on aurait cru que je l'avais battue ou trompée pendant des années. Mais non, mon plus grand crime, apparemment, était d'être l'homme qu'elle avait choisi d'épouser. Et elle n'en est pas restée là. Oh non, elle ne faisait que commencer. Elle a commencé à compter sur ses doigts, comme si elle présentait un argumentaire pour licencier le PDG d'une entreprise. 7 conseils, a-t-elle répété, et j'ai ignoré chacun d'entre eux parce que je pensais que je savais mieux, parce que je pensais que tu étais différent, parce que je pensais que ça fonctionnerait, d'une manière ou d'une autre. La manière dont elle a dit d'une manière ou d'une autre montrait clairement que notre mariage de 5 ans n'avait été, pour elle, qu'un accident cosmique qu'elle était enfin prête à corriger. Je continuais à manger. Principalement parce que je ne savais pas quoi faire de mes mains, mais aussi parce que je sentais que ce serait une longue performance et que j'allais avoir besoin d'énergie. Elle s'est mise à faire les 100 pas dans la salle à manger, qui, dans notre maison modeste, signifiait qu'elle tournait en rond autour de la table où j'étais toujours assis, toutes les quelques secondes. Elle s'arrêtait, pointait un doigt vers moi et secouait la tête, comme si elle regardait la plus grande déception de sa vie. Et peut-être était-ce le cas, peut-être étais-je devenu exactement cela dans son esprit. « Tu veux savoir ce qu'elles m'ont dit ?» a-t-elle demandé. Mais ce n'était pas vraiment une question, elle allait me le dire, que je veuille l'entendre ou non. Elles m'ont dit des choses qui auraient pu m'éviter cette situation. D'être coincé ici avec quelqu'un qui n'est clairement pas ce dont j'ai besoin. Coincé. Ce mot m'a frappé différemment. Pas malheureuse, pas frustrée, pas même en colère, coincée. Comme si j'étais un gardien de prison et qu'elle était une victime innocente qui s'était retrouvée dans ma cellule par erreur. L'ironie ne m'a pas échappé. Vu que j'étais celui qui se tuait à la tâche pour faire tourner cette maison pendant qu'elle passait ses journées à se plaindre auprès de ses amis de la misère de sa vie. Elle continuait, prenant de l'élan comme un train quittant la gare. Chacune d'elles a vu des choses que j'étais trop aveugle pour voir. Chacune d'elles a essayé de me prévenir. Et moi, j'ai juste souri, hoché la tête et pensé que je savais mieux. Eh bien, devine quoi? Elles avaient raison sur tout. Je me suis enfin décidé à lever les yeux de mon assiette et à poser la question qui semblait évidente. Alors, qu'est-ce qu'elles t'ont dit exactement? Le sourire qui a traversé son visage n'était pas amical. C'était le genre de sourire qu'on voit juste avant que quelqu'un vous explique à quel point il vous trouve idiot. Oh, maintenant ça t'intéresse. Maintenant, tu veux entendre ce que les gens pensent de ce mariage. De toi, j'ai posé ma fourchette et me suis adossé à ma chaise. Quelque chose dans son ton m'indiquait que ce ne serait pas une conversation rapide. Ça ressemblait à une embuscade préparée depuis des mois. Et je réalisais seulement maintenant que j'étais la cible. Elle a sorti son téléphone et a commencé à lire ce qui semblait être des notes. Des notes. Sur notre mariage. Sur moi. Elle avait préparé cette conversation comme une présentation au travail, avec des points clés et des arguments à l'appui. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste une dispute de plus. C'était une exécution. Numéro 1. A-t-elle commencé, levant l'index comme si elle enseignait à une classe de maternelle. N'épouse jamais ton premier petit ami sérieux. C'est ce qu'elle m'a dit juste après que tu m'as demandé en mariage. Elle m'a dit que j'avais besoin de plus d'expérience, de plus de perspectives, de plus d'options avant de m'installer. Elle s'est arrêtée pour laisser l'idée faire son chemin, observant mon visage pour une réaction. Je ne lui en ai pas donné, pas encore. Numéro 2. N'épouse jamais un homme qui ne peut pas t'offrir le style de vie que tu veux immédiatement. Elle a dit qu'attendre un potentiel, c'était se préparer à la déception et au ressentiment. Une autre pause, un autre regard plein d'attente. Je commençais à voir le schéma. Dois-je continuer? A-t-elle demandé. Mais encore une fois, ce n'était pas vraiment une question. Elle allait passer en revue les 7 conseils. Que je veuille les entendre ou non, c'était son moment. Sa chance de déverser des années de frustration accumulée et de tout rejeter sur mon incapacité à deviner ce que ses amis pensaient que notre mariage devrait être. Je lui ai fait signe de continuer. Si elle voulait mettre le feu à la maison, autant qu'elle utilise tous les sens qu'elle avait apportés.
Elle n'avait pas besoin d'encouragement supplémentaire. Claire a enchaîné avec les 5 conseils restants comme si elle lisait un évangile qui aurait pu sauver son âme si seulement elle avait été assez intelligente pour l'écouter. Numéro 3. A-t-elle poursuivi, marchant maintenant de long en large derrière ma chaise, m'obligeant à me tourner pour la voir. Ne jamais abandonner ton propre appartement quand vous emménagez ensemble. Garde ton indépendance. Garde tes options ouvertes. Garde un endroit où aller quand les choses deviennent difficiles. J'ai presque ri à ce conseil. La même femme qui avait insisté pour que nous ayons un compte bancaire commun 3 mois après le début de notre relation me faisait maintenant la leçon sur l'indépendance. La même femme qui avait pratiquement emménagé chez moi après notre 2e rendez-vous était soudain une fervente défenseuse des espaces de vie séparés. Numéro 4. Ne jamais assumer les rôles traditionnels d'épouse à moins qu'il n'assume les rôles traditionnels de mari. Pas de cuisine, pas de ménage, pas de gestion du foyer à moins qu'il ne rapporte assez d'argent pour le justifier. Celui-là m'a un peu piqué. Pas parce que ça blessait mes sentiments, mais parce qu'il révélait quelque chose que je n'avais pas tout à fait compris avant. Toutes ces fois où elle s'était plainte de faire la lessive ou de préparer le dîner, tous ces petits commentaires sur le fait de se sentir comme une bonne. Ce n'étaient pas des frustrations spontanées. C'étaient des arguments nourris par son comité consultatif. Numéro 5. A-t-elle dit? Et maintenant, elle se tenait juste en face de moi. Téléphone en main, comme si elle rendait un verdict légal. N'épouse jamais quelqu'un sans avoir eu plus d'expérience avant. Voyage seul. Sors avec d'autres personnes. Découvre ce que tu veux, vraiment, avant de te contenter de ce qui est pratique. Te contenter de ce qui est c'est pratique. C'est ce que notre mariage de 5 ans avait été pour elle. Pratique. Pas de l'amour. Pas un partenariat. Pas la construction de quelque chose ensemble. Juste le chemin de moindre résistance qu'elle avait suivi parce qu'elle était trop peu inexpérimentée pour savoir mieux. Numéro 6. N'épouse jamais un homme qui attend de toi que tu contribues également aux dépenses si tu ne gagnes pas autant. L'homme devrait couvrir les frais principaux. Et tout ce que tu apportes devrait être considéré comme un bonus, pas une obligation. J'ai dû digérer celui-là pendant 1 seconde. Nous avions toujours tout partagé proportionnellement à nos revenus. Je gagnais plus, donc je payais plus. Cela nous semblait juste, du moins, je le pensais. Apparemment, j'avais tort. Apparemment, toute contribution qu'elle apportait à notre foyer était un acte de charité dont j'aurais dû être reconnaissant. Pas un partenariat égal. Et numéro 7, a-t-elle dit, sa voix devenant plus forte, comme si elle atteignait un crescendo. N'épouse jamais quelqu'un sans avoir un plan B. Garde toujours tes options ouvertes. Toujours avoir une stratégie de sortie. Toujours entretenir des relations qui pourraient mener à mieux. Et voilà, le plan B. La stratégie de sortie. Les relations qui pourraient mener à mieux. Tout à coup, tout dans notre mariage prenait beaucoup plus de sens. Les soirées tardives avec ses amis. Les appels téléphoniques secrets. La façon dont elle s'habillait différemment quand elle sortait sans moi. Elle n'avait pas vécu dans notre mariage. Elle avait mené une audition de 5 ans pour mon remplaçant. Elle a posé son téléphone et croisé les bras, me regardant comme un procureur qui venait de présenter des preuves accablantes à un jury. Voilà, 7 conseils qui auraient pu m'éviter cette situation. 7 avertissements que j'ai choisi d'ignorer parce que je pensais être amoureuse. Passé composé. Une autre petite lame. Enfoncée juste au bon endroit pour toucher tous les points sensibles. Et maintenant, me voilà. A-t-elle continué? Coincée dans un mariage avec quelqu'un qui ne peut pas m'offrir ce dont j'ai besoin, qui ne peut pas me donner la vie que je mérite, qui ne comprend même pas pourquoi je suis frustré parce que tu es trop à l'aise avec la médiocrité pour voir tout le potentiel que j'ai gaspillé dans cette relation. Médiocrité, potentiel gaspillé. Les coups continuaient de pleuvoir. Je suis resté assis là un moment, laissant les 7 conseils s'imprégner. 7 façons différentes dont j'avais apparemment échoué à répondre aux standards que ses amis avaient défixés pour sa vie. 7 raisons différentes pour lesquelles notre mariage était une erreur à corriger. Mais voilà ce qu'il y a quand quelqu'un détruit systématiquement tout ce que vous pensiez avoir construit ensemble. Ça vous donne une clarté sur où vous en êtes vraiment. Et où j'en étais, selon la femme que j'avais épousée. C'était quelque part entre décevant et pathétique. Elle était toujours là, les bras croisés, attendant ma réponse. Attendant que je me défende, que je m'excuse, que je la supplie de reconsidérer. Attendant que je prouve son point sur la médiocrité en réagissant exactement comme un homme médiocre réagirait face à un catalogue aussi complet de ses échecs. Mais je n'ai fait aucune de ces choses. À la place, je lui ai posé une question simple. Alors, qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? La question l'a prise au dépourvu. Elle s'était préparée à de la colère, à des sentiments blessés, ou à des tentatives désespérées pour la convaincre qu'elle avait tort.
Elle n'était pas préparée à un calme acceptation de la situation qu'elle venait de décrire. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle demandé. « Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Tu viens de m'expliquer que notre mariage est une erreur, que je ne suis pas ce dont tu as besoin, et que tu as gâché 5 ans de ton potentiel sur quelqu'un qui ne peut pas te donner la vie que tu mérites. Alors, qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet ?» Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, elle semblait ne pas avoir de réponse prête. Le silence s'est étiré entre nous pendant ce qui semblait être 10 minutes, mais n'était probablement que 30 secondes. Elle ouvrait et fermait la bouche comme si elle cherchait des mots qui lui échappaient soudainement. Ce n'était pas dans son scénario. Elle avait planifié l'attaque, mais apparemment, elle n'avait pas réfléchi à ce qui se passerait après avoir lâché ces 7 bombes. Je ne sais pas, a-t-elle finalement bégayé. Je n'ai pas vraiment pensé à ce qui vient après. Je voulais juste que tu comprennes ce que je ressens. À quel point je me sens coincé. C'est alors que quelque chose a fait tilt en moi. Elle n'avait pas pensé à ce qui venait après parce que tout ce discours n'était pas à propos de trouver des solutions. C'était à propos de me faire sentir aussi petit et inadéquat qu'elle se sentait apparemment. C'était à propos de transférer son insatisfaction de ses épaules aux miennes. De faire de son malheur ma responsabilité à réparer. Je me suis levé lentement, débarrassant mon assiette de la table. « C'est intéressant », ai-je dit, gardant ma voix posée. « Tu as passé tout ce temps à réfléchir à ce qui ne va pas dans notre mariage, mais aucun temps à penser à comment le réparer. Ou même si tu veux le réparer. » Elle m'a suivi dans la cuisine, et je pouvais sentir son énergie changer. La confiance qu'elle avait en débitant ses remarques préparées commençait à s'effriter. « Bien sûr que je veux le réparer. C'est pourquoi je te parle de ça. C'est pourquoi je suis honnête sur ce dont j'ai besoin. » Je me suis retourné pour lui faire face, m'adossant à l'évier. « Non, tu es honnête sur ce que tes amis pensent que tu devrais avoir besoin. Il y a une différence. Ne retourne pas ça contre elles, a-t-elle rétorqué. Elles ne font que veiller sur moi. Elles peuvent voir des choses que j'ai été trop proche pour voir. Comme quoi ? Exactement. Quelles choses terribles ont-elles observées dans notre mariage dont tu étais aveugle ? Elle s'est remise à faire les 100 pas. Mais cette fois, ça ressemblait moins à un procureur plaidant sa cause et plus à quelqu'un qui essayait de se souvenir de lignes oubliées. Comme le fait que tu te contentes de l'ordinaire, comme le fait que tu ne te poches pas pour accomplir plus, pour offrir plus, pour être plus. J'ai hoché la tête lentement. Donc, tes amis pensent que je devrais être plus ambitieux, plus prospère, plus riche. Probablement. Ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle dit, mais la façon dont elle l'a dit m'a fait comprendre que c'était absolument une question d'argent. C'est une question de dynamisme. C'est une question d'avoir des objectifs au-delà de juste s'en sortir. Et quels sont tes objectifs ? Ai-je demandé. Au-delà d'épouser quelqu'un qui gagne plus d'argent que moi, je veux dire, ça l'a arrêté net dans ses pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, dans toutes ces conversations avec tes amis sur à quel point je suis inadéquat, qu'est-ce que tu leur as dit sur tes propres objectifs, tes propres ambitions, tes propres plans pour contribuer à cette vie meilleure que tu penses mériter ? Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de résoudre un calcul avancé dans sa tête. Je contribue déjà beaucoup à cette relation. Je ne parle pas de ce que tu contribues. Je parle de ce que tu veux accomplir, ce que tu veux construire. Quel héritage tu veux laisser derrière toi qui ne dépend pas d'être marié à quelqu'un qui gagne plus d'argent ? La question flottait dans l'air entre nous. Je pouvais voir qu'elle luttait avec, non pas parce que c'était difficile à répondre, mais parce qu'elle n'y avait jamais vraiment pensé. Tout son cadre pour évaluer notre mariage était basé sur ce que je n'apportais pas sur ce qu'elle créait. « Ce n'est pas le sujet », a-t-elle finalement dit. « Le sujet, c'est que j'ai suivi mon cœur au lieu de ma tête. Et maintenant, je paie le prix de cette erreur. » D'accord. Ai-je dit ? Donc, tu as fait une erreur, tu as épousé la mauvaise personne pour de mauvaises raisons. Tu as ignoré les bons conseils de gens qui se souciaient de toi. Tu t'es retrouvé dans une situation qui ne répond pas à tes besoins ni à tes attentes. Elle a hoché la tête, semblant soulagée que je comprenne enfin sa position. Donc, la question demeure. Ai-je continué ? Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet ? Parce que j'entends beaucoup parler du problème, mais rien sur la solution. Je veux que tu comprennes. A-t-elle dit ? Je veux que tu reconnaisses que les choses doivent changer. Je veux que tu te surpasses et que tu sois le mari dont j'ai besoin. Et voilà. L'agenda réel derrière toute cette performance, elle ne voulait pas partir. Elle voulait me remodeler. Elle voulait utiliser les critiques de ses amis comme un levier pour me transformer en une forme différente, pour me pousser à devenir quelqu'un que je n'avais jamais été et que je ne voulais pas être. Et si je ne peux pas être cette personne, ai-je demandé, si je ne peux pas me surpasser pour répondre à ces standards que tes amis ont fixés pour ma vie ? Elle a semblé réellement confuse par la question.
Qu'est-ce que tu veux dire par si tu ne peux pas? N'importe qui peut s'améliorer s'il le veut vraiment. N'importe qui peut essayer plus fort, faire mieux, réussir davantage. J'ai souri. Mais ce n'était pas un sourire joyeux. Tu as raison. N'importe qui peut essayer de réussir davantage. La question est de savoir si je veux essayer de réussir davantage pour toi, ou pour quelqu'un qui apprécie réellement ce que j'apporte déjà à la table. Maintenant, elle semblait inquiète. Ce n'était pas la direction qu'elle avait anticipée pour la conversation. Elle s'attendait à de la résistance, suivie d'une capitulation, suivie de promesses de faire mieux. Elle ne s'attendait pas à ce que je commence à remettre en question si elle valait l'effort. « Qu'est-ce que tu dis » a-t-elle demandé. Je dis que peut-être tes amis avaient raison sur un point. Peut-être que tu as fait une erreur. Peut-être que tu t'es contenté de quelque chose qui ne te rend pas heureuse. Et peut-être que la meilleure chose pour nous deux serait de corriger cette erreur. Son visage est devenu pâle. La corriger comment? En te donnant exactement ce que tu as dit vouloir. La liberté de ce mariage pathétique. La liberté de trouver quelqu'un qui répond à tous les 7 critères de tes amis. La liberté de vivre la vie que tu penses mériter avec quelqu'un qui peut réellement te l'offrir. Elle a reculé d'un pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux pas mettre fin à notre mariage. Je veux l'améliorer. Sur la base de standards fixés par des gens qui ne sont pas mariés à moi, ai-je souligné. Sur la base de conseils de personnes qui pensent apparemment que je ne suis pas assez bien pour toi. Sur la base d'exigences qui n'ont jamais fait partie de notre accord initial. La cuisine est retombée dans le silence. Mais cette fois, le silence était différent. Cette fois, j'étais celui qui contrôlait la conversation. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Elle dormait encore quand je me suis levé. Ce qui était parfait, parce que j'avais des choses à régler avant qu'elle ne commence sa journée. C'est incroyable comme une bonne nuit de sommeil peut aider à traiter l'information et à prendre des décisions qui semblaient impossibles la veille. J'ai préparé mon café. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler sur la liste des changements qui devaient avoir lieu. Si elle voulait expérimenter ce que serait la vie en suivant les 7 conseils de ses amis, j'allais l'aider à vivre cette expérience pleinement. Première étape, la banque. Je me suis connecté à nos comptes conjoints et j'ai entamé le processus de séparation de nos finances. Pas voler, pas cacher de l'argent, juste créer l'indépendance qu'elle semblait désirer depuis toujours. J'ai transféré mes dépôts directs vers un nouveau compte individuel et laissé assez sur le compte commun pour couvrir sa part des factures pour le mois suivant. Juste et propre. Ensuite, j'ai appelé les compagnies de cartes de crédit. Les cartes où elle était utilisatrice autorisée sur mes comptes, elles allaient être annulées. Encore une fois, rien de vindicatif là-dedans. Elle voulait l'indépendance financière. Et une partie de l'indépendance, c'est de gérer son propre crédit, ses propres dépenses, ses propres décisions financières sans dépendre de la solvabilité de quelqu'un d'autre. Puis j'ai sorti nos dépenses mensuelles et créé un détail précis de ce que coûte notre style de vie actuel. Hypothèque, services publics, assurance, courses, toutes. J'ai tout divisé en fonction de nos revenus individuels, ce qui signifiait qu'elle serait responsable d'environ 30% des coûts du foyer. Ses amis pensaient que 50-50 était injuste quand les revenus n'étaient pas égaux. D'accord. Elle pouvait payer sa part proportionnelle et voir comment ça fonctionnait. Quand elle est entrée dans la cuisine vers 9h, j'avais tout organisé dans un dossier soigneusement étiqueté plan d'indépendance. Elle a semblé confuse en me voyant assis là avec des papiers étalés sur la table. « C'est quoi tout ça ?» a-t-elle demandé, se versant une café. « Ta liberté ?» ai-je dit, faisant glisser le dossier vers elle. « J'ai passé la matinée à réfléchir à ce que tu as dit hier soir et tu as absolument raison. Tu mérites de découvrir ce qu'aurait été ta vie si tu avais suivi les conseils de tes amis. » Elle a ouvert le dossier prudemment, comme s'il pouvait contenir quelque chose de dangereux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que je te donne exactement ce qu'elles t'ont dit de vouloir, l'indépendance financière. Des comptes séparés, un paiement proportionnel des factures, tout le paquet. Plus de comptes conjoints, plus de responsabilités partagées, plus de sentiment d'être coincé par nos finances communes. » Elle a feuilleté les papiers, son expression devenant de plus en plus confuse à chaque page. « Ça dit que tu as fermé nos cartes de crédit communes. Correction. Je t'ai retiré comme utilisatrice autorisée de mes cartes de crédit. Tu es libre de demander tes propres cartes maintenant. Construis ton propre historique de crédit. Prends tes propres décisions financières sans aucune intervention de ma part. Mais ces dépenses mensuelles, a-t-elle dit, brandissant le détail que j'avais créé, ça dit que je dois plus de 1200 € juste pour ma part des frais de la maison. C'est basé sur le revenu proportionnel. Ce que tu as dit être la manière juste de partager les choses. Ton revenu représente environ 30% de nos revenus combinés. Donc, tu es responsable de 30% de nos dépenses combinées. Les maths sont magnifiques comme ça. »
Elle a fixé les chiffres comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Je ne peux pas me permettre ça. Mon salaire ne laisse pas de place pour 1 200 € de frais de maison plus ma nourriture, mon essence. Et tout le reste. J'ai hoché la tête avec compassion. Je sais, c'est probablement pourquoi tes amis ont suggéré d'épouser quelqu'un qui pourrait couvrir tous les frais principaux pendant que tout ce que tu apportais serait considéré comme un bonus. Malheureusement, tu n'as pas suivi ce conseil, donc, maintenant, tu vas expérimenter l'alternative. C'est ridicule, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de la conviction qu'elle avait la veille. Tu es mesquin et vindicatif. En fait, je suis serviable. Tu as dit que tu te sentais coincé dans un mariage où l'on attendait de toi que tu contribues également alors que tu ne gagnes pas autant. Donc, j'ai corrigé ça. Maintenant, tu contribues proportionnellement et tu es libre de prendre toutes tes propres décisions sur la façon dont tu dépenses ton argent. Elle s'est assise lourdement sur la chaise en face de moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que hier soir, tu m'as donné une liste très détaillée de tout ce qui n'allait pas dans notre arrangement. Ce matin, j'ai corrigé ces problèmes. Je pensais que tu serais reconnaissante. Je voulais dire que les choses devaient s'améliorer, pas que tout devait être séparé. Je me suis adossé à ma chaise. Vois-tu, ce qui est intéressant avec les conseils, c'est que tes amis ne te disaient pas comment améliorer notre mariage. Elles te disaient comment éviter d'être dans notre mariage en premier lieu. Il y a une différence. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant toujours les papiers. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu vas expérimenter tous les 7 conseils en même temps. Bah. Tu peux garder ton propre appartement si tu en veux un. Tu peux gérer tes finances complètement. Tu peux prendre des décisions basées sur ce que tu veux, pas sur ce que nous voulons en tant que couple. Tu peux explorer tes options et découvrir ce que tu veux vraiment de la vie. Et nous? A-t-elle demandé. Et nous? Selon toi, il n'y a pas de nous? Il n'y a que toi, coincé dans un mariage pathétique avec quelqu'un qui ne peut pas t'offrir la vie que tu mérites. Eh bien, maintenant, tu n'es plus coincé. Elle m'a regardé alors, et je pouvais voir quelque chose qui ressemblait à de la panique commencer à se glisser dans ses yeux. On dirait que tu parles de divorce. Je parle de devenir réaliste sur ce qu'est réellement cette relation. Au lieu de ce qu'on a prétendu qu'elle était, tu veux continuer à vivre ici. D'accord, mais tu vivras ici en tant qu'adulte indépendante qui paye sa part et prend ses propres décisions. Tu veux explorer d'autres options. Aussi d'accord, tes amis pensent que tu aurais dû garder un plan B. Maintenant, tu peux en développer un sans te sentir coupable. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai levé la main. Avant que tu dises quoi que ce soit d'autre, je veux que tu comprennes quelque chose. Hier soir n'était pas une négociation. Ce n'était pas une demande de changement ou d'amélioration. C'était un verdict. Tu m'as dit que notre mariage était une erreur, que je n'étais pas assez bien et que tu avais gâché 5 ans de ta vie à te contenter de la médiocrité. D'accord, message reçu. Maintenant, je réponds à ce verdict de la manière la plus utile que je puisse imaginer, en mettant fin à notre mariage, en te donnant la liberté de le mettre fin toi-même, si c'est ce que tu veux vraiment, ou de le réparer, si c'est réellement possible. Mais dans tous les cas, tu le feras en tant que personne indépendante faisant ses propres choix, pas en tant que quelqu'un qui se sent coincé par les circonstances. Elle m'a fixé pendant un long moment. Finalement, elle a demandé « Et si je ne veux pas ce genre d'indépendance ?» J'ai souri. Alors, peut-être aurais-tu dû y penser, avant de passer la soirée d'hier, à m'expliquer exactement pourquoi notre arrangement actuel était une si terrible erreur. 3 semaines après le début de son expérience d'indépendance, la maison semblait être un endroit complètement différent. Pas forcément meilleur ou pire, juste différent. Nous étions pratiquement des colocataires maintenant, des étrangers polis partageant le même espace tout en vivant des vies complètement séparées. Et laissez-moi vous dire, la réalité la frappait plus fort qu'un train de marchandises un mardi matin. La première semaine, elle a essayé de maintenir ses habitudes de dépenses habituelles tout en ignorant la nouvelle réalité financière. Dîners au restaurant avec ses amis, virée shopping, son spa mensuel. Tous ces petits luxes qui étaient faciles quand elle avait accès à mes cartes de crédit. À la 2e semaine, elle vérifiait son solde bancaire de manière obsessionnelle et trouvait des excuses de plus en plus créatives pour éviter les activités sociales qui coûtaient de l'argent. La 3e semaine a apporté les appels téléphoniques. J'étais dans mon bureau à la maison et je l'entendais dans le salon, ayant des conversations de plus en plus désespérées avec son comité consultatif. Les mêmes amies qui avaient été si généreuses en critique sur notre mariage étaient soudain très occupées quand elle avait besoin d'aide concrète. « Tu ne peux pas juste rester chez moi quelques jours le temps que je trouve une solution ?» l'ai-je entendu demander un soir. Long silence. « Oh, ta belle-mère est en visite ?» C'est ça. Pendant 3 semaines,
Bien sûr. Un autre appel. Je sais que tu as dit que j'aurais dû garder mon propre appartement, mais je me demandais si je pouvais squatter ton canapé jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Un autre silence. Ton propriétaire n'autorise pas les invités à rester plus de 3 jours. C'est très spécifique. Le meilleur a été quand elle a appelé l'amie qui avait apparemment été la plus véhémente sur le conseil du plan B. Tu te souviens quand tu disais que je devrais toujours avoir une stratégie de sortie? Eh bien, je suis prête à activer cette stratégie. Et j'espérais... Long silence. Tu es en couple exclusif maintenant. Et ça serait bizarre. Mais je pensais que tu disais que les relations devaient toujours rester flexibles. À la fin de la 3e semaine, elle passait beaucoup de temps à regarder des annonces d'appartements sur son ordinateur. Et je pouvais voir qu'elle faisait des calculs mentaux qui ne donnaient pas le résultat espéré. Il s'avère que quand vous gagnez 30 000 euros par an et que vous essayez de maintenir le style de vie que vous aviez en partageant les dépenses avec quelqu'un qui gagne 70 000 euros, les chiffres deviennent inconfortables rapidement. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir. Je préparais mon dîner quand elle est entrée dans la cuisine et s'est simplement tenue là, me regardant cuisiner, sans rien demander, sans rien dire. Juste debout avec une expression qui semblait essayer de résoudre un puzzle avec la moitié des pièces manquantes. « Ça sent bon », a-t-elle finalement dit. « Merci. Il y a de quoi faire des sandwichs dans le frigo si tu as faim. »« Je n'ai pas faim », a-t-elle dit, mais elle est restée là. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos de me donner la liberté de réparer les choses ou t'aider ou de mettre fin à tout. Je continuais à remuer la sauce pour les pâtes, sans la regarder. Et je pense qu'on a peut-être précipité cette séparation, peut-être qu'on aurait dû essayer de travailler sur les problèmes au lieu de tout diviser comme ça. Quel problème? Ai-je demandé? Selon toi, le problème était que tu avais épousé la mauvaise personne. Comment travaille-t-on là-dessus sans que l'un de nous devienne quelqu'un de complètement différent? Elle est restée silencieuse un moment. Je ne l'ai pas dit, comme ça sonnait. Tu ne l'as pas dit comment? Que notre mariage était pathétique, que tu avais gâché 5 ans, que je ne pouvais pas t'offrir la vie que tu mérites. Parce que tu as été très précise sur tout ça. Je voulais dire que j'étais frustré, que je me sentais bloqué et que je ne savais pas comment l'exprimer correctement. Je me suis retourné pour la regarder alors. Donc, tu l'as exprimé en me disant que tes amis pensent que je suis inadéquat et que tu aurais dû écouter leurs conseils de ne jamais m'épouser en premier lieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, c'est exactement ce que tu as dit. Mot pour mot. J'ai une assez bonne mémoire pour les conversations qui changent tout. Elle s'est adossée au comptoir, semblant plus dégonflée que je ne l'avais vue depuis le début de tout ça. J'ai essayé de trouver mon propre logement. Et tout ce qui est dans notre budget est soit horrible, soit loin en banlieue. Et les endroits décents demandent le premier mois, le dernier mois, et une caution qui dépasse ce que je gagne en 2 mois. Ça a l'air compliqué. Ai-je dit, retournant à ma cuisine. As-tu envisagé de prendre une colocataire? C'est ce que font la plupart des célibataires quand ils ne peuvent pas se permettre de vivre seuls. Je ne veux pas de colocataire. Je veux... Elle s'est tue. Tu veux quoi? Je veux rentrer chez moi auprès de quelqu'un qui se soucie de moi. Je veux partager un dîner avec quelqu'un qui sait comment s'est passée ma journée. Je veux dormir à côté de quelqu'un qui me fait me sentir en sécurité et l'aimer. J'ai servi mon dîner et me suis assis à la table. Ce sont toutes des choses raisonnables à vouloir. La question est de savoir si tu les veux avec moi, ou si tu les veux avec quelqu'un qui répond aux critères de tes amis pour un mari acceptable. Je les veux avec toi, a-t-elle dit doucement, même si je suis ordinaire et médiocre et que je ne peux pas t'offrir la vie que tu mérites. Je ne voulais pas dire ces choses. Si tu les pensais, et tu sais quoi? C'est ok, tu as le droit de vouloir plus que ce que notre mariage t'apporte. Tu as le droit de penser que tu t'es contenté de moins que ce que tu mérites. Tu as le droit de regretter les choix que tu as faits, mais tu n'as pas le droit de retirer tout ça juste parce que vivre avec les conséquences s'est avéré plus difficile que prévu. Elle s'est assise en face de moi, et je pouvais voir ses yeux devenir humides. Alors, c'est tout. Tu tires un trait sur 5 ans de mariage à cause d'une mauvaise conversation. Je ne tire un trait sur rien. J'ai juste arrêté de prétendre qu'une mauvaise conversation était un incident isolé. Tu es malheureuse depuis des mois. Peut-être des années. Tu as discuté de nos problèmes avec tes amis au lieu de m'en parler. Tu as comparé notre vie à une alternative imaginaire que ton comité consultatif t'a convaincu était possible. Mais les gens peuvent changer. A-t-elle dit, les mariages peuvent s'améliorer. On peut travailler sur les problèmes. Quels problèmes? Précisément, parce que les problèmes que tu as décrits n'étaient pas des choses qui pouvaient être réparées avec du conseil ou une meilleure communication. C'était des incompatibilités fondamentales entre qui je suis et qui tu penses que je devrais être. Elle est restée silencieuse un long moment. Fixant ses mains, finalement, elle m'a regardé. Et si j'avais tort?
Et si j'avais laissé mes amis me mettre des idées dans la tête et me convaincre que je me contentais de peu, alors que j'avais quelque chose de bien? J'ai fini mon dîner avant de répondre. Quand je l'ai fait, j'ai gardé ma voix calme et posée. Alors, tu auras appris une leçon coûteuse sur la différence entre des conseils et de la sagesse. Et peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de laisser d'autres personnes évaluer ton mariage pour toi. La prochaine fois, a-t-elle demandé, et sa voix s'est légèrement brisée. La prochaine relation, ai-je clarifié? Parce que celle-ci est terminée, pas parce que je suis en colère ou blessé ou que j'essaie de te punir, mais parce que tu as été très clair sur le fait que tu ne respectes pas ce que nous avons construit ensemble. Et j'ai trop de respect pour moi-même pour passer le reste de ma vie à essayer de convaincre quelqu'un que je vaux la peine d'être marié. Elle a commencé à pleurer alors. Pas les larmes de colère de notre dispute d'il y a 3 semaines, mais le genre de pleurs qui vient quand on réalise qu'on a fait une erreur qui ne peut pas être défaite. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, n'abandonne pas sur nous. Je me suis levé, j'ai débarrassé mon assiette. Je n'abandonne pas sur nous. Il n'y a plus de nous. Il n'y a que toi, enfin libre de suivre tous les 7 conseils de tes amis. Et moi, enfin libre de trouver quelqu'un qui n'a pas besoin d'un comité pour lui dire si je vaux la peine d'être aimé. Les papiers du divorce étaient sur la table de la cuisine quand elle est descendue le samedi matin. Je les avais fait préparer par un avocat pendant la semaine. Rien de compliqué. Puisque nous avions déjà séparé nos finances et que nous n'avions ni enfants ni gros actifs à disputer. Simple, propre, définitif. Elle les a vus immédiatement et s'est figée dans l'embrasure de la porte. « C'est quoi ça ?» ?»« Tes papiers de liberté. » ai-je dit, sans lever les yeux de mon café et de mon journal. « Tout ce que tu as dit vouloir, tout officiel et légal. » Elle les a pris avec des mains tremblantes. « Tu ne peux pas être sérieux. Tout à fait sérieux. J'ai réfléchi à ta situation toute la semaine. Et j'ai réalisé que je ne t'avais pas encore donné mon conseil. Tu as partagé 7 conseils de tes amis. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de contribuer à la conversation. Ton conseil, a-t-elle demandé, s'enfonçant dans la chaise en face de moi. Juste un, bien plus simple que 7. Beaucoup plus facile à retenir. J'ai plié mon journal et l'ai regardé directement. Le voici. Quand tu dis à quelqu'un qu'il n'est pas assez bien pour toi, crois-le quand il est d'accord avec toi. Son visage est devenu pâle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Tu as passé une soirée entière à m'expliquer exactement pourquoi je n'étais pas le mari dont tu avais besoin. Pourquoi notre mariage était une erreur. Pourquoi tu avais gâché des années à te contenter de la médiocrité. Eh bien, j'ai écouté. J'ai été d'accord. Et maintenant, je corrige le problème. En divorçant de moi. En te libérant pour trouver ce que tu veux vraiment au lieu de rester coincé avec ce que tu ne veux pas. Tu as dit toi-même que tu te sentais coincé dans un mariage pathétique. Problème résolu. Elle a recommencé à pleurer. Mais cette fois, je n'ai pas ressenti l'envie habituelle de la réconforter. J'ai fait une erreur. J'étais en colère et frustré. Et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu as dit des choses que tu pensais depuis des mois. Peut-être des années, tu as dit des choses que tes amis t'avaient poussé à dire. La seule erreur que tu as faite, c'est de penser que je resterais là pour être ton plan B pendant que tu décidais si tu pouvais trouver mieux. Ce n'est pas juste. Je me suis levé et j'ai rempli ma tasse de café. Juste aurait été d'avoir cette conversation avant que tu passes des mois à te plaindre de moi à tes amis. Juste aurait été de travailler sur nos problèmes ensemble au lieu d'obtenir la validation de ton insatisfaction de la part de gens qui voulaient nous voir échouer. Ils ne veulent pas nous voir échouer. Vraiment. Parce que quand tu as eu besoin d'aide concrète ces dernières semaines, où était-il quand tu avais besoin d'un endroit où rester ou de quelqu'un pour t'aider avec les dépenses, ou même juste un soutien émotionnel? À quel point ton comité consultatif était-il disponible? Elle n'a pas répondu, parce que nous savions tous les deux la réponse. Les papiers sont simples. Ai-je continué? Pas de pension alimentaire. Pas de dispute sur les biens. Pas de drame. Tu obtiens ton indépendance complète. Je récupère mon respect de moi-même. Tout le monde gagne. Je ne veux pas d'indépendance. Elle a murmuré. Je veux récupérer mon mari. Ton mari n'a jamais été assez bien pour toi. Souviens-toi, je ne suis que le gars qui était pratique jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Eh bien, maintenant, tu es libre de trouver ce quelque chose de mieux. Elle m'a regardé avec du désespoir dans les yeux. Et si je vire mes amis, et si j'arrête d'écouter leurs conseils, et que je commence à me concentrer sur nous, j'ai presque souri à ça. On ne peut pas défaire ce qui est fait. On ne peut pas retirer des mots qui viennent de moi de ressentiment, et on ne peut certainement pas convaincre quelqu'un de rester marié après que tu as passé une soirée à expliquer pourquoi il est inadéquat. Les gens pardonnent des choses pires que ça. Les gens pardonnent les erreurs faites sous le coup de la colère. Ils ne pardonnent pas les campagnes systématiques pour détruire leur estime de soi. Il y a une différence.
Elle a fixé les papiers pendant un long moment. Alors, c'est vraiment fini. 5 ans de mariage s'arrêtent à cause d'une mauvaise nuit. 5 ans de mariage s'arrêtent parce que tu as décidé qu'il devait s'arrêter. Je ne fais que rendre ça officiel. Et il n'y a rien que je puisse dire pour te faire changer d'avis. Je l'ai regardée une dernière fois. Cette femme qui avait partagé mon lit, ma vie et mes rêves pendant 5 ans avant de décider que ce n'était pas assez. Tu as déjà dit tout ce qui comptait. La seule chose qui reste, c'est ma réponse. Elle a signé les papiers cet après-midi-là. Le soir, elle faisait ses valises. Le lundi, elle était partie, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je pouvais respirer à nouveau. Notre histoire s'est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt!